Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 4 mars, on va commencer par une petite touche de géopolitique, comme nous faisons d'ailleurs depuis maintenant plusieurs semaines. Facteur qui est totalement ignoré par les marchés, ce qui ne nous empêchera pas de mettre l'accent sur les nouveaux combats qui se déroulent autour de Mariupol, dans l'est de l'Ukraine, avec des accusations réciproques de livraison d'armes, de déplacement d'hommes de façon plus ou moins clandestine. Il y aurait, paraît-il, 12 000 militaires russes. On peut penser que du côté de l'armée régulière de Kiev, on compte à peu près autant de conseillers militaires occidentaux. Je referme la parenthèse puisque les marchés, eux, ne l'ont même pas ouverte, cette parenthèse géopolitique, pour évoquer aujourd'hui un nouveau record historique. Alors non, ce n'est pas un indice qui a battu un nouveau plus haut, ça c'était lundi. Non, c'est le montant de rachat de titres en l'espace d'un mois par les entreprises américaines. Le mois de février ne compte que 28 jours, néanmoins cela a suffi à battre un record historique absolu avec 70 milliards de titres rachetés par les entreprises. Autrement dit, les entreprises n'investissent pas si elles ont trop de trésorerie. Eh bien, elles rachètent leurs propres titres pour gonfler artificiellement le dividende. Mais il n'y a pour l'instant pas de projet d'investissement dans l'économie réelle. Alors les banques centrales déverse chaque mois environ 150 milliards de dollars. Certes, la Fed avait interrompu fin octobre, mais on savait déjà que la BCE allait prendre le relais, on ne savait pas à quelle hauteur, 60 milliards. Maintenant, le problème se pose. Comment est-ce que la BCE, au travers des diverses banques centrales européennes, parce que ce n'est pas la BCE qui va racheter, ce sont chaque banque centrale individuellement, qui va racheter du papier? Qu'est-ce que va faire la Bundesbank, qui a les plus grosses capacités d'achat et où il n'y a absolument aucun besoin d'émettre de la dette? Et de toute façon, si jamais elle en émettait, quel intérêt de souscrire une dette dont le rendement est négatif entre 0 et 5 ans? Donc ça, c'est déjà une première chose. 60 milliards par mois, c'est en fait quelque chose d'assez théorique. Est-ce qu'on atteindra le plafond? Pratiquement, ce n'est pas une certitude. Il y a un autre record dont je voulais vous parler aussi, et là qui concerne en fait les statistiques publiées par Euronext. Bon, c'est aujourd'hui toujours la principale plateforme de transactions en Europe. Elle est bien sûr concurrencée par des plateformes anglo-saxonnes ou américaines. On va dire que ça représente encore 2/3 des échanges. Donc ça reste quand même assez significatif. Et qu'est-ce que nous dit Euronext? Eh bien que les transactions sur les marchés dérivés ne cessent de baisser, ont atteint un plancher au mois de février. Pourtant, symétriquement, on a une forte progression des échanges sur les titres sur 12 mois glissants, plus 23%. Mais les dérivés, eux, voient leur volume chuter. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tout le monde a compris qu'il n'y a plus besoin véritablement de se couvrir. Il n'y a plus qu'un sens et il y a un acheteur unique dont on connaît parfaitement les intentions. Acheter, faire monter les actifs, gonfler encore et encore et encore la bulle. Et on se donne théoriquement les moyens de le faire pour encore 18 mois supplémentaires. Cette conviction est donc tellement ancrée aujourd'hui, le marché est tellement unidirectionnel qu'on ne peut même plus envisager une correction. Il est évident que lorsqu'on est psychologiquement dans ce genre de disposition, c'est là qu'il faut se montrer extrêmement méfiant. Alors qu'est-ce qu'on peut acheter alternativement si on a déjà couvert ses positions? Eh bien, a priori, si vraiment on voulait suivre la logique du marché, qui est que, bon an, mal an, les centaines de milliards injectés chaque mois vont rentrer dans l'économie réelle, il faudra quand même s'intéresser de nouveau aux commodities. Alors, métaux industriels, pour l'instant, ils sont au tapis, on ne risque pas grand-chose. Est-ce qu'il y a peut-être plus d'argent à faire aujourd'hui avec les soft commodities? Nous n'aimons pas beaucoup spéculer évidemment sur les denrées agricoles. Néanmoins, quand on achète du café ou du cacao, on n'affame pas les peuples. Voilà. Donc c'était des idées, des pistes de diversification. En ce qui concerne l'or, eh bien on sait qu'il est complètement manipulé, toujours par les mêmes banques centrales,
mais on constate chaque mois qu'il y a de moins en moins de physique disponible, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un moment où on va atteindre, on va dire, le plancher physique de la manipulation des futurs, parce que bientôt, il n'y aura plus effectivement de physique pour venir en face de l'exercice de position sur les marchés dérivés. Donc, pour les marchés d'actions, avec des PER supérieurs à 20 maintenant sur le S&P 500, on est au moins à 17 sur le CAC 40, mais surtout, on a cette parité entre le CAC 40 Global Return et le DAX 30 aux alentours de 11 400. Sur 28 ans, donc, on a une identité parfaite de performance entre le marché allemand et le marché français. Alors imaginez et continuez de raconter que le CAC 40 va combler son retard, son handicap sur le DAX ou d'autres indices européens, c'est évidemment abuser et tromper délibérément les actionnaires, les investisseurs. Donc ne vous faites pas avoir et regardez quand même du côté des commodities.